Alors, on va vérifier si on est en live. La question qui revient à chaque rendez-vous éclairant. Zoom me confirme que nous sommes en live. Parfait. Et voilà. Oui, officiellement, on est là. Sur Donc, Facebook aussi. Sur Facebook aussi, partagez l'information si vous le voulez sur vos groupes, sur vos pages. Alors, bienvenue, bonsoir, chers parents, à ce nouveau rendez-vous éclairant. Ce soir, encore un nouveau thème super intéressant à traiter avec Sarah Boisjoli, orthophoniste et fondatrice d'Au-Bois Parlant. Aujourd'hui, elle va nous partager ses différentes stratégies gagnantes pour stimuler le langage chez les enfants et durant le congé des fêtes particulièrement. Mais tout ce qu'on va aborder aujourd'hui, ça va être bon à l'année. Et disons que cette année, en temps de pandémie, on en a là, du temps pour stimuler nos enfants, pour passer du temps avec eux. Donc, aussi bien d'utiliser ce temps-là positivement. Puis on va avoir des bonnes stratégies, des bons trucs pour pouvoir y aller dans l'action dès que nos congés qui sont à notre porte arriveront officiellement. Alors, bonjour Sarah, ou bonsoir plutôt Sarah. Oui, bonsoir, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, une grande première pour moi, donc c'est super intéressant. Je vais ajouter cette corde-là à mon arc. Assurément, puis on est là pour avoir du plaisir, puis pour répondre aussi aux questions des parents ce soir. Donc, chers parents, si vous avez des questions à formuler à notre orthophoniste ce soir, donc Sarah va être là pour répondre à vos questions. Donc, je vais regarder au fil du temps au niveau des commentaires, à savoir s'il y a des trucs que vous voulez savoir, je relayerai l'information. Donc, avant d'entamer ce rendez-vous éclairant, je vais prendre le temps de me présenter. Donc, je m'appelle Laurie Boisvert, je suis coach familial, bachelière en psychoéducation et je suis fondatrice de coaching familial La Lanterne. Donc, qu'est-ce que c'est le coaching familial? Chez Coaching familial La Lanterne, on accompagne les familles à s'outiller pour justement trouver des solutions face à leurs difficultés familiales. Donc, on vous aide à simplifier, alléger votre vie tout en vous donnant des stratégies qui vont être agréables, qui, justement, vont favoriser les relations avec votre enfant. C'est sûr qu'on va travailler plein de choses, mais à la base, la relation avec nos enfants sont hyper importantes, justement, pour favoriser la collaboration, pour avoir, justement, plus de plaisir au quotidien. Donc, on va vous outiller sur ce niveau-là, tant dans votre rôle de parent que directement auprès des enfants. Donc, chez Coaching familial La Lanterne, on vous offre du soutien à domicile, à distance. On vous offre des conférences, formations, ateliers, webinaires et également du support pour les intervenants qui travaillent auprès des enfants qui sont de 0-12 ans. Alors maintenant, revenons à toi, Sarah. Sarah Boisjoli, tu te décris comme une orthophoniste, F-U-N, donc fun. Toi, qu'est-ce qui te démarque des autres orthophonistes? Je dirais que ça fait à peu près là, plus que 12 ans que je suis orthophoniste, puis j'ai beaucoup de plaisir à faire ça pour vrai. J'ai déjà voulu être enseignante, j'ai déjà passé une entrevue, une audition à l'École nationale de l'humour dans mon jeune temps de Montréal. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'étais allée là, mais assurément pour pouvoir après ça m'inspirer puis me dire, ben non, c'est pas de l'humour que je veux faire, c'est de l'orthophonie humour. J'aime beaucoup ça passer par l'humour avec les élèves parce que je travaille principalement en milieu scolaire. Je trouve que c'est une super porte d'entrée pour tout le monde. Puis je pense que je suis quand même un peu drôle dans la vraie vie. Mais j'ai même pas le mérite d'avoir trouvé le nom, c'est mon frère. J'ai un frère qui adore faire des jeux de mots. Puis il y a plusieurs années, il avait trouvé ce jeu de mots-là, probablement en même temps que mon audition à l'école de l'humour. Donc, ça m'est resté quand j'ai mis mon entreprise sur pied. J'ai décidé que ça allait faire un beau clin d'œil à tout ça, là. Wow! Puis effectivement, qu'on le voit lorsqu'on te suit un peu dans tes différentes vidéos, l'aspect humour, assurément que je pense que c'est ta petite touche intéressante, puis qui m'a interpellée aussi lorsque le hasard nous a mis sur le même chemin. Oui, puis tu sais, en même temps, moi, je vise vraiment à vulgariser l'information, donc à passer l'information que j'ai appris qui peut être un peu lourde avec tous les termes scientifiques,
Puis je me dis, il faut vraiment trouver une porte d'entrée pour que le plus grand public sache c'est quoi une orthophoniste, que c'est pas quelqu'un qui s'occupe des pieds, que c'est pas quelqu'un qui s'occupe nécessairement des oreilles. Je vais essayer de mettre un peu d'humour là-dedans pour que ça soit encore mieux connu, l'orthophonie. Il y a beaucoup de progrès qui sont faits, on nous connaît de plus en plus, mais je me suis dit que j'avais probablement un petit rôle à jouer ou assurément peut-être un grand rôle à jouer là-dedans. Là. On va dire que c'est un grand rôle. Ah, pourquoi pas? Tant qu'à y aller, aussi bien y aller à fond. Donc, justement, dans les dernières années, tu as mis ton entreprise sur pied. Qu'est-ce qui t'a poussé à développer quelque chose à côté, justement, du milieu scolaire? Ça s'est comme fait conjointement parce que je suis quelqu'un qui utilise beaucoup l'hémisphère droit aussi, là, donc le côté créatif. Puis dans mon travail, pour continuer de trouver tout le temps du plaisir, j'ai vraiment besoin de créer. Et j'étais à la place idéale parce que je travaille beaucoup dans des classes d'adaptation scolaire, des classes de langage, des classes de communication. Donc, à travers mon expérience à Montréal et à Shawinigan, j'ai pas eu le choix de. J'avais le choix, on a toujours le choix dans la vie, mais je voulais créer du matériel en orthophonie pour vraiment m'adapter aux difficultés ou aux particularités de mes élèves, à leurs intérêts. Puis c'est beaucoup les gens autour de moi qui partageaient mon matériel que j'offrais gratuitement, puis qui disent est-ce qu'on a le droit de le partager encore? Et année après année, c'était pas mal ça qui ressortait, que c'était du bon matériel intéressant. Il y en existe déjà beaucoup, mais je pense que j'amenais ma couleur quand même dans ça. Donc, c'est ça, au bois parlant, c'est ça que ça fait, ça crée du matériel éducatif en orthophonie, à tout le moins pour l'instant, et ça l'offre, ça fait ça, offrir des ateliers de parents en ligne, parce que pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose en personne, mais l'en ligne offre que je peux quand même contacter des gens d'un peu partout au Québec le plus facilement. On en est la preuve ce soir. Donc, c'est ça, je l'ai mis sur pied officiellement en mai dernier, donc pendant la pandémie. Donc, je trouvais ça très orthophoniste aussi, d'avoir décidé de mettre ça sur pied à ce moment-là. Mais c'est depuis 2016 là, que j'avais commencé à créer, que j'avais mon numéro d'entreprise et tout ça, mais j'ai eu une petite cocotte entre-temps. Ça nécessite du temps, hein? On va se le dire. Donc, le 0-12 mois de ma fille, je n'étais pas du tout dans mon entreprise, mais quand elle a eu son 12 mois, donc juste avant la pandémie, juste avant, après ça, j'ai eu un peu plus de temps pour prendre soin de ma fille encore, mais pour mettre sur pied au bois parlant. Là. Voilà. Donc, puis on invite les gens justement à aller faire un petit tour sur tout ce que tu offres. À la fin de notre rencontre, on va détailler un petit peu plus ce que tu peux nous offrir. Et là, on va revenir un peu à notre sujet principal qui est la stimulation des enfants. Il peut être très bénéfique de stimuler le langage de nos enfants, même s'ils n'ont pas de retard de langage, même s'ils n'ont pas de trouble de langage en tant que tel. Là. Oui, bien évidemment, parce que moi, ce que je dis, c'est le langage, la communication, ça touche tout le monde. Tout le monde, un jour ou l'autre, peut avoir besoin d'une orthophoniste, autant les petits que les grands. Et la chose importante, c'est que, tu sais, l'orthophonie, après ma barre, c'est comment guider les gens sur comment mettre en place des moyens qui sont intéressants. Puis, je vais juste donner un exemple. Par exemple, les concepts de temps pour n'importe quel enfant, c'est pas si facile de se repérer dans le temps. Et plus on avance, même si c'est facile pour nous, bien, plus on avance, il va y avoir des termes précis qu'on retrouve dans les livres et dans les apprentissages à l'école. Donc, le niveau de langage qui est nécessaire pour les enfants au fur et à mesure de leur développement est de plus en plus corsé. Donc, c'est super intéressant pour les parents d'avoir peut-être une idée de ce qui est plus difficile, en tout cas, je ne veux pas dire difficile, mais ce qui est peu facile pour les enfants de comprendre. Donc, de faire des jeux avec ça, puis de le stimuler au fur et à mesure dans le quotidien, de ne pas toujours avoir besoin d'ajouter quelque chose à nos tâches quotidiennes qui sont déjà nombreuses. En effet. Donc, pour alléger le tout, on est capable de passer des informations à travers ce qu'on fait de façon régulière. Oui, effectivement. On va en donner quelques exemples, j'imagine. Oui, justement, mais quels seraient les petits conseils de base? Qu'est-ce qu'on devrait savoir pour être de bons stimulateurs de langage? Bien, on appelle ça c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est les conseils de stimulation de langage de base. Il y a plusieurs, tu sais, quand on cherche sur Internet, on en trouve une panoplie
Il y en a beaucoup qui sont illustrés. Il y a différents sites, là, on pourra les partager aussi en commentaire ou quelque chose comme ça, là, des sites qui sont intéressants, que c'est offert gratuitement. Il y a beaucoup de ressources au privé, des organismes qui en publient. Mais ben, je pourrais en nommer quelques-unes. Dans le fond, ça a l'air nono, parce que j'ai fait une vidéo aussi sur YouTube. J'ai essayé, j'ai mis quelques vidéos sur YouTube pour décrire mes ateliers, mon matériel. Mais il y en a un que c'est le truc et astuce en orthophonie numéro 1. Mais je ne veux pas vous raconter de toute l'histoire pour ne pas gâcher le punch. Vous allez trouver qu'il est vraiment bizarre, la vidéo, mais c'est pour dire que c'est important de se mettre à la hauteur de l'enfant. Parce que ça a l'air un peu nono, là, mais moi, ma petite, elle a 2 ans. Puis souvent, ce qu'il voit, là, je ne le ferai pas parce que ça ne marchera pas, là, mais il ne nous voit pas bien. On oublie. Je pense qu'il faut vraiment penser à se mettre à la hauteur de nos enfants pour communiquer. Je pense que quand on a quelque chose de super important à leur dire, on y pense, je pense, de soi, mais dans la vie de tous les jours aussi, essayer le plus possible de nous faire de la gymnastique, de se baisser à la hauteur de l'enfant, de lui demander de nous regarder, pas regarde-moi, mais de lui demander regarde-moi, j'ai quelque chose à te dire. De placer des fois les objets près de notre visage, près de notre bouche, pour que l'enfant puisse voir la lecture labiale. Et petite parenthèse, profitez-en quand votre enfant, quand vous n'avez pas de masque dans le visage, quand votre enfant n'a pas de masque dans le visage, profitez-en pour attirer l'attention sur votre visage, sur votre parole, parce qu'il y a beaucoup d'indices, surtout pour les jeunes enfants. Votre ado va vous trouver moins drôle, là, mais mettons vos jeunes enfants, il y a beaucoup d'indices qui passent, puis vous n'êtes pas obligé de dire, regarde, la lecture labiale, le on le fait comme ça, là. Vous n'êtes même pas obligé, ça se fait inconsciemment. Si l'enfant regarde la bouche, son cerveau qui est hyper développé et qui se développe à une vitesse fulgurante va capter les informations. Ce qui est un peu dommage ces temps-ci. Puis là, bon, l'Ordre des orthophonistes travaille là-dessus aussi, là, mais c'est ça, c'est qu'avec le port du masque, qu'il n'y a pas de fenêtre transparente pour l'instant, c'est sûr que c'est merveilleux parce qu'on respecte les normes au niveau de la santé publique, mais il faut essayer de trouver une solution pour que les enfants puissent avoir un développement du langage qui ne sera pas entravé là, par le port du masque à long terme. Je ne parle pas si c'était quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais il y a vraiment des réflexions à faire à ce niveau-là. Là. Fait que je pourrais dire de se mettre à la hauteur de l'enfant. Je pourrais en donner un autre aussi, de jouer au perroquet, mais le parent joue au perroquet, on le sait, là, qu'on répète souvent, mais au niveau du langage, de si vous entendez que votre enfant ne prononce pas un son comme il faut ou ne prononce pas un mot ou une phrase comme il faut, vous répétez sa phrase, vous répétez le mot, faites-vous du plaisir à être un perroquet, mais ne demandez pas à votre enfant d'être un perroquet parce que c'est peu concluant, puis vous allez comme un peu briser, pas le lien de confiance, là, je ne dirais pas jusqu'à ce point-là, mais la communication ne sera pas intéressante. Puis si votre enfant ne prononce pas un son comme il faut, c'est fort probablement parce que sa bouche n'est pas prête à le prononcer comme il faut. Puis votre enfant, il connaît le bon mot. C'est juste que quand il veut le dire, il ne le dit pas bien. Fait que même si vous lui demandez de le répéter, vous allez comme être dans un cercle vicieux de prise de bec, puis ça va pas bien se finir. Fait qu'aucun stress, jamais. Vous pouvez jamais demander à votre enfant de répéter, puis la vie est belle. Si lui répète, puis là, ça lui fait plaisir, ben on le laisse faire. Mais on peut lui dire oh, hey, c'était presque ça, bravo, hey, pas de ta fête, mais wow, tu te pratiques bien, tu t'exerces bien, hey, je suis fière de toi. Donc, de dire les vraies choses, mais de ne pas demander, nous, à l'enfant de répéter. Là. Ça, en tout cas, ça en est un que même moi, avant d'être orthophoniste, je ne savais pas trop si on devait le faire ou pas. Parce que c'est une pression dans un certain sens. Là. C'est ça. Moi, je ne veux pas que les parents se mettent de pression. Il faut que la communication reste agréable. Puis ces temps-ci, des irritants dans notre vie, on en a, tu sais, plusieurs. Fait qu'on ne va pas en rajouter un, là. Tu sais, vraiment, non, on n'en rajoute pas. on garde le plaisir, on garde le fun d'en parler avec notre enfant. Oui. Donc, si je résume, on se met à la hauteur, on va répéter. Il m'en manque un. Ben non, je pense que je peux en donner plein d'autres. Hein? C'est les deux. OK, c'est bon. Non, un autre principal que je ne veux vraiment pas oublier de dire, mettre des mots sur nos actions. Fait que, tu sais, quand on parle, d'habitude, on parle peut-être pas tout le temps dans la vraie vie. Moi, je suis orthophoniste, là, je parle souvent dans la vraie vie avec ma fille, mais essayez, si vous êtes quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, peut-être essayer de vous donner des petits défis personnels de je coupe les carottes, tu brasses la salade, je vais faire cuire les oignons. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? D'utiliser le je, d'utiliser le tu.
On a tendance, écoute, je suis maman, là, je le savais avant d'être maman, mais on a tendance à utiliser le maman. Maman va mettre Ouais. maman va te donner un bisou. Moi, ma petite fille s'appelle Émeraude. Fait que je dis Émeraude, viens ici. Émeraude, mais essayez, oui, on continue d'utiliser le prénom de nos enfants, on continue d'utiliser le maman ou le papa parce que c'est quelque chose qui est très affectif. Je suis presque sûre que vous pourriez me dire qu'effectivement, là, c'est quelque chose qui est intéressant et qui est important à garder. Mais mon truc, en tant que maman et orthophoniste, c'est de dire maman va mettre son manteau, je vais le mettre lentement ou je vais le mettre rapidement. Donc, on vient ajouter tout de suite une deuxième phrase avec le pronom je, puis avec un autre mot, par exemple un adverbe ou un adjectif. Fait que comme ça, on stimule l'enfant vers le haut. Donc, on agrandit ses phrases en lui donnant le bon modèle. Puis en même temps, on utilise le je et le tu qui sont ardus. Quand on y pense, là, ils sont ardus à comprendre parce que ça change tout dépendant de la personne qui parle. Donc, mettre des mots sur nos actions, les actions de l'enfant. Puis, je dis tout le temps ça, si vous voulez apprendre une nouvelle langue, par exemple, vous voulez apprendre l'espagnol, puis vous êtes en voyage, puis les gens, ben oui, on va se faire voyager. Écoute, faisons-nous plaisir. On est sur la plage, puis on veut apprendre l'espagnol. Puis si les gens, après quelques minutes, comprennent qu'on ne comprend rien, puis ils se disent, moi, je parle plus, elle ne comprend pas, ben, j'apprendrai pas l'espagnol. Fait que moi, j'ai en tête les petits, là, les 0, 1 an, 2 ans, qui ne s'expriment pas encore beaucoup. Ben, ils comprennent vraiment beaucoup de choses. C'est impressionnant à quel point ils comprennent beaucoup plus qu'on pense. Donc, de mettre des mots. Si on n'utilise pas le mot tomate, ils ne l'utiliseront pas, c'est sûr. Si on n'utilise pas le mot nuage, ils ne l'utiliseront pas non plus. Donc, pas avoir peur de trop parler. Moi, des fois, je pense que je parle trop, là, puis trop vite. Hein? Parce que là, vous êtes des parents, fait que je ne me limite pas. Mais un autre clin d'œil d'orthophoniste, c'est de parler lentement, mais pas comme une tortue, évidemment. Mais trouver un bon équilibre là, au niveau du débit de parole. D'accord. Donc, on devient un peu le narrateur de notre vie et le narrateur de la vie de nos enfants. Donc, on commande constamment ce qui se passe. C'est très bien dit. Puis c'est dans le quotidien. Fait que ça, on vient stimuler le langage à travers nos activités du quotidien. Puis on a besoin de parler un minimum quand même dans la vie. Là. Fait que ça ne vient pas ajouter une lourdeur. Ça vient juste se joindre l'utile à l'agréable, comme on pourrait dire. OK. Super, c'est intéressant, ça. Mais là, il y a plein de choses à stimuler là, chez nos enfants. Sur quoi est-ce qu'on devrait s'attarder en premier? Comment est-ce qu'on fait pour savoir quelles sont nos priorités en termes de stimulation? Bien, c'est une bonne question. J'irais peut-être avec un autre conseil, dans le fond, de suivre les intérêts de l'enfant. Parce que c'est sûr que si on veut avoir l'enfant de notre côté, si on veut avoir du plaisir dans la communication, puis si on veut un peu plus voir qu'est-ce qu'on va stimuler, c'est vraiment des fois de prendre le temps de s'arrêter puis de regarder notre enfant. Il y a des enfants qui sont beaucoup plus moteurs que d'autres. Ma fille en faisait partie. Les moyens de transport, là, du petit vélo aux 3 roues, d'équilibre à la maison, elle faisait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et que là, je me suis dit, bon, je vais essayer de suivre ça. Puis là, je vais stimuler les verbes. Je vais stimuler les adjectifs, les adverbes, les personnages. Fait qu'on prenait les personnages qui se promenaient sur le vélo, mais c'est pas quelque chose que j'aurais recommandé à tout le monde parce que ça dépend. Si l'enfant déteste le vélo, ça sera pas une bonne idée. Mais oui, effectivement, ça dépend tout le temps de l'âge parce que si l'enfant est tout petit, ben, on va stimuler vraiment plus au niveau du mot, au niveau des intentions de communication, fait que mettre des choses un peu plus haut pour que l'enfant puisse nous dire qu'il veut les choses. Quand ils sont un peu plus vieux, ben, c'est d'y aller avec mais pas leurs erreurs, mais ce qu'on entend qui est plus difficile. Si l'enfant il est comme mêlé un peu dans les temps de verbe puis l'orientation dans le temps, ben, on va prendre un calendrier. On va écrire sur le calendrier, on va mettre des mots, on va dire ça c'est la semaine, ça c'est la semaine passée, ça c'est la semaine prochaine. On va aller écrire sur le calendrier pour qu'on ait quelque chose à dire. Si on veut dire qu'est-ce qu'on a fait jeudi passé, puis qu'on ne s'en souvient pas, puis moi je ne m'en souviendrai pas, assurément. Donc, si on sort le vieux calendrier papier, puis que là, on va écrire à jeudi passé en tout petit, là, on gribouille quelque chose, bien là, on peut questionner notre enfant, mais pas comme un examen. Là. Mais, on peut lui dire, ah, jeudi passé, qu'est-ce qu'on a fait? On va aller voir. Ça, c'est cette semaine. Jeudi passé, c'est ici, c'est la petite case ici. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a pu faire? Écoute, on est allé prendre une marche. On ne peut pas aller au cours de piscine, j'avais un goût de dire ça, mais on est allé prendre une marche, on va dire ça.
Donc, ça peut être intéressant pour ça. S'il y a d'autres enfants que c'est au niveau des sons que c'est plus difficile, ben on peut se dire, oh, mon enfant il est en apprentissage du son S. Ben, je vais essayer de trouver des livres dans lesquels il y a beaucoup de S. Puis cette semaine, ben moi, en tant que maman, je vais beaucoup modeler. Donc, je vais beaucoup étirer le son S quand je parle pour que mon enfant l'entende bien, puis pour qu'il puisse bien voir mes articulateurs quand je le prononce. Mais sans demander à l'enfant de répéter le son, mais de maximiser, dans le fond, la stimulation sur ce son-là dans la semaine. Au niveau, ben, je pense que c'est ça, c'est beaucoup l'intérêt de la communication, parce que du moment qu'on a l'intérêt de la communication de notre enfant, après ça, il nous offre lui-même comme un cadeau, clin d'œil avec Noël, mais il nous offre un cadeau qui serait intéressant à stimuler avec lui, je pense, assurément, pour elle. Oui, puis comme on a une thématique actuellement avec les fêtes, les décorations et tout ce qui est relatif aux fêtes, c'est sûr que là, les fêtes sont un peu différentes, reste qu'il y a des trucs qui reviennent, donc il y a moyen d'aller parler du Père Noël, d'aller parler des cadeaux, différentes décorations, activités spéciales en lien avec le thème de Noël, etc. On peut, tu sais, comme là, moi, j'entends avec ma plus petite, là, je ne sais pas exactement les gens qui nous regardent ou qui nous regarderont, leurs enfants ont quel âge, mais comme là, moi, elle est en train de découvrir les couleurs. Ben là, le sapin de Noël est merveilleux pour ça, là. Puis elle découvre qu'il y a des choses qui sont chaudes. Fait que je veux pas qu'elle touche, mais là, les petites lumières sont un peu chaudes. Fait que là, on stimule, c'est froid, c'est chaud. On ouvre, on ferme. On travaille les couleurs avec. Fait que j'ai pas préparé d'activité. Ben, j'ai fait mon sapin de Noël. Les boules, ben là, attention, c'est cassant, on peut les briser. Attention. Puis moi, j'utilise le mot bobo là, pour qu'elle fasse le lien entre le brisé et le bobo. Il y a des guirlandes, donc c'est tout du vocabulaire qu'elle n'est pas habituée, qu'elle ne connaît pas encore. Il y a des albums de Noël qui sont merveilleux, donc ça peut s'adapter à tous les âges. Donc, on peut en emprunter à la bibliothèque, on peut en acheter, usager, bon, bref, et on peut en choisir un par semaine. C'est un par semaine qu'on met sur un présentoir, puis là, ça le met en relief. Ça peut même être un lutin qui s'amuse avec le livre pour venir jouer un peu de s'arrimer avec ce que beaucoup de familles font dans le temps de Noël, là. Donc, c'est sûr que les cadeaux, il y a des motifs sur les papiers, il y a des textures. Donc, ça peut être plein de choses qui sont intéressantes aussi à faire, puis que ça ne l'ajoute pas quelque chose, c'est déjà là. C'est déjà là, c'est ça. On n'a pas besoin d'inventer plus qu'il faut. Je t'arrête quelques secondes parce qu'on a des gens qui commentent et qui ont posé des questions. Quelqu'un propose là, certaines stratégies justement pour stimuler le langage. J'aime ça quand les gens donnent leurs petites idées également. On parlait de faire des chansons avec des gestes qui sont associés, parler doucement, donner des consignes courtes quand tu en as parlé. Verbaliser nos actions et associer les émotions à ce qu'on ressent ou ce qu'on vit. Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais justement, le développement du langage peut avoir une belle influence au niveau de la gestion des émotions chez l'enfant. Oui, exactement. Puis, tu sais, je disais tantôt mettre des mots sur les actions, mais mettre des mots sur les émotions parce que, tu sais, je parle tout le temps de mon vécu de maman aussi, mais c'est super important. Puis les enfants comprennent plus qu'on pense, justement. Donc, de prendre le temps, de se mettre à la hauteur, d'expliquer lentement qu'est-ce qui se passe, d'expliquer, de mettre des mots. Là, je vois que tu es en colère, je vois que tu es triste, je vois que tu as de la peine. Là, tu sais, c'est sûr qu'on se rejoint dans nos professions, mais, tu sais, un enfant, c'est un enfant, hein? Fait que c'est sûr que tout est inclus là-dedans. Puis de ne pas avoir peur d'utiliser les vrais mots, parce que l'enfant, si on n'utilise jamais le mot peine, si on n'utilise jamais le mot triste, le mot colère, qu'on ne dit pas « Oh, regarde mes yeux, je suis fâchée, j'ai les bras fermés, croisés, tu as lancé quelque chose. » Là, ma fille est à l'étape que même si elle est contente, elle va lancer quelque chose. Donc, je lui dis « Là, tu es excitée, tu es très excitée, donc tu as de la misère à te contrôler. Regarde, on va te trouver un truc. » Donc, j'essaie de ne pas la chicaner, mais d'apprivoiser tout ça, d'apprivoiser ma fille qui apprivoise ses émotions. Je trouve que mon expérience avec des élèves en orthophonie m'a beaucoup aidé pour avoir un regard différent avec en tout cas un regard avec ma fille sur ça aussi, là. Évidemment, c'est un incontournable. Oui, puis tu sais, si je peux me permettre avec mon petit truc de coach aussi, quand l'enfant est en train de vivre une émotion aussi qui est très intense, lorsque nous, on est en mesure de l'aider à mettre des mots sur son émotion, on connecte avec lui, on se met à la même fréquence que lui. Et une fois qu'il s'est senti entendu, qu'il sait que l'adulte le comprend, automatiquement, il va s'apaiser. Et après ça, on va être en mesure de faire une recherche de solution. Donc, tant qu'il ne se sent pas entendu puis qu'il est pris dans son émotion,
on ne sera pas capable d'aller plus loin que ça. Donc, ça vaut la peine justement de mettre des mots et de les aider éventuellement à être capables de s'exprimer par eux-mêmes en ayant donné plusieurs modèles auparavant pour pouvoir y arriver, là. Oui, puis moi, je le fais un peu, en tout cas, je le fais beaucoup avec moi aussi parce qu'on dit beaucoup en orthophonie de donner le modèle, donner le modèle. Puis, tu sais, ces temps-ci, on a beaucoup de choses en tête, puis il y a beaucoup de stress. Fait que moi-même, quand je suis plus fâchée, ou bien pas fâchée, mais quand j'échappe quelque chose, je suis fâchée avec moi-même, là. Puis là, ma petite, elle le remarque, fait que je suis, oh, OK, attends un peu. Fait que là, j'essaie d'appliquer à voix haute des stratégies de, oh, ben non, j'ai juste échappé quelque chose, c'est pas grave, je vais le ramasser. Oh, ben maman, respire, ça va bien aller. Tu sais, parce que j'essaie de me faire un petit coaching à moi-même, ça m'aide, premièrement. Mais je vois aussi qu'on leur passe tout aux enfants, hein? Fait que je me fais de la propre gestion émotionnelle avec des mots, puis ça l'aide elle aussi parce qu'elle refait un peu les mêmes modèles finalement que j'emploie là. En tout cas, c'est une belle collaboration orthophoniste psychoéducatrice, le coach de vie. Je trouve que ça rime bien. Oui, assurément. On a Joanne ici qui pose une question. Est-ce que c'est mieux de nommer un objet toujours par le même mot, exemple voiture, ou on devrait utiliser plusieurs termes, donc voiture, auto, etc. Donc, on parle d'un petit garçon de 16 mois. Hey, bonne question. Josiane. Très bonne question. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. Moi, je pense que j'en utilise plusieurs. Justement, la voiture. Des fois, j'utilise voiture, des fois, j'utilise auto. L'important, dans le fond, c'est tous des mots que l'enfant va avoir à être stimulé éventuellement. Donc, je pense qu'on n'a pas à se limiter sur ça. Spontanément, je pense qu'on utilise plus un. Moi, avec ma fille, on dirait que j'utilise plus le voiture. J'utilise le mot plus littéraire, mais le mot auto serait très bon aussi. Ce que je profiterais de dire, puis ça, je le sais, là, tout le monde fait ça. Là, même moi, je pense que je faisais ça avant d'être orthophoniste puis de comprendre pourquoi. Mais comme ma fille a dit une toto, mais c'est cute. Hey, c'est vraiment cute. C'est les mimis. C'est les mimis au lieu des amis, c'est la toto au lieu de l'auto. Parce que les enfants, c'est ça qu'ils font au début, ils répètent des syllabes. C'est plus facile pour eux. Mais ma fille, elle sait que c'est pas une toto, c'est une auto. Fait que moi, si j'ai dit oh, la belle toto, parce que je trouve ça joli quand elle le dit, elle me regarde, puis elle comprend pas, là, parce qu'elle se dit, ben voyons, c'est pas une toto, ça, c'est pas une auto. Donc, ils répètent pas correctement, mais les autres, ils ont déjà compris que c'était une auto. Donc, le plus possible. Puis là, si vous avez fait ça, chicanez-vous pas, là. Moi, je veux pas que personne se chicane, puis que personne, là, il n'y a pas de crise de famille, là. Si on le fait, on fait juste, hey, wow, c'est merveilleux, je suis tombée sur Sarah, l'orthophoniste. Puis, wow, je suis éclairée, comme on pourrait dire. Puis, je vais essayer de porter attention dans le quotidien pour le faire moins, pour éventuellement peut-être plus le faire. Mais tu sais, tombez-vous pas sa tête là, si vous le faites, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font, je le sais, juste dans l'entourage, quand je vais au parc, quand je me promène, même dans ma famille, c'est des choses qu'on fait naturellement, puis je pense qu'on ne le sait pas du tout, que c'est pas nécessairement aidant pour l'enfant, parce que lui, il va être mélangé, donc il ne saura plus c'est quoi le vrai mot. Puis si on lui dit jamais la bonne façon, ben c'est sûr qu'il ne pourra pas apprendre le vrai mot s'il n'entend pas le vrai mot. Là. Mais c'est cute, on peut se faire un petit livre. Tu sais, moi, je fais un petit livre, puis j'écris les transformations de ma fille, puis la façon qu'elle les prononce, parce que c'est vraiment beau, puis tu sais, c'est original des fois de la façon qu'ils utilisent les mots. Là. C'est vrai. Tu me fais réaliser que ma plus jeune, qui va avoir 5 ans au mois de janvier, coronavirus, c'est dur à dire. Oui. Donc, elle a dit, c'est le coronavirus. Oh, c'est cute. Non, le coronavirus. Donc, oui, c'est ça, c'est le coronavirus. Puis on trouve ça bien cute. Puis j'ai commencé à le dire comme ça aussi. Ah, ouais, bon. Alors que dans certains milieux, moi, je fais de la stimulation aussi au niveau du langage pour certains enfants qui sont à besoins plus particuliers, en me basant sur justement les plans d'intervention qui sont faits par des orthophonistes. Et tu vois, moi aussi, je fais cette erreur-là. Donc, je me ravise. On va plus dire que c'est on n'avait pas la chance d'avoir l'information. Maintenant, on a la chance de l'avoir. C'est merveilleux, la vie. On va plus voir ça comme ça. Exact. Maintenant, je sais quoi faire. Ici, on proposait aussi une autre idée d'activité pour aider à stimuler le langage chez les jeunes. Donc, utiliser jeux symboliques, de jeux de faire semblant, ce qui va nous permettre justement de stimuler le langage lorsqu'on joue, par exemple, à la maman, faire l'épicerie, cuisiner, faire semblant qu'on répare une voiture, etc., etc. Super bonne idée. C'est quelque chose que les jeunes vont faire aussi là, dans le développement typique. Là, les jeunes, tu sais, ma fille, elle est en plein dedans. Puis c'est bon parce que, en tout cas, moi, je trouve, par mon expérience, il reste quand même attentif là-dedans un certain moment. Tu sais, puis j'avais entendu quelque chose, par exemple, de faire attention parce que l'orthophoniste en moi aurait tendance à toujours mettre des mots, puis toujours comme
Mais des fois, on casse l'attention, concentration des enfants dans ce qu'ils font. Fait que quand ils sont dans, c'est ça, là, j'essaie de la laisser un peu dans son jeu symbolique, puis après ça, je me joins à elle, puis là, j'embarque dans son jeu, par exemple, de prendre soin du bébé, de le nettoyer, le bercer, surtout quand il me regarde. Quand il me regarde, elle veut communiquer avec moi. Donc là, j'en profite, je mets des mots sur ses actions puis sur mes actions. Mais en tant que grande hyperactive, j'avais trouvé ça intéressant de dire oui, mais observez quand même vos enfants, de un, pour savoir c'est quoi leurs intérêts, mais dans le jeu symbolique, ils ne parlent pas nécessairement quand ils sont ensemble, ben, ensemble, avec la poupée ou le toutou ou le petit magasin, mais c'est beau de voir leur compréhension du monde à travers tout ça. Fait que de joindre les deux, d'observer l'enfant puis de mettre des mots, c'est vrai que c'est très riche comme contexte, là. OK, donc on ne va pas prendre le lead du jeu justement pour stimuler, mais on va se laisser guider un peu plus par l'enfant puis en profiter par-ci, par-là pour stimuler. Oui, exactement. C'est bien dit. Merci. Donc, pour certains enfants, il y a certaines productions de sons qui sont difficiles. Jusqu'à quel point là, on doit s'interroger là-dessus? À quel moment est-ce qu'on doit faire appel à un orthophoniste pour évaluer ça? OK. Bien, sur Internet aussi, c'est sûr que pas juste pour les sons, là, mais il y a plein de ressources. Si on tape balise en orthophonie, quand consulter en orthophonie, il y a le site de l'Ordre des orthophonistes et des audiologistes qui est très bon là-dessus. Ils ont essayé de ne pas mettre 18 critères. Par tranche d'âge, mettre quelques critères de si vous cochez non à la plupart de ces choses-là, là, vous devriez, on n'est pas en train de dire qu'il y a un problème, on dit vous devriez consulter. Moi, je suis tout le temps plus dans le mieux vaut prévenir que guérir. Moi, j'aime mieux qu'un parent qui se questionne, qui écoute sa voix de parent puis qui se dit ah, je suis pas certain, j'ai l'impression que mon enfant, son langage, c'est pas top. C'est pas comme le plus vieux, c'est pas comme le plus. Tu sais, bon, mais allez-y, il y a des listes d'attente. On ne se cachera pas, là. Il y a des listes d'attente. Fait que mettez-vous sur pas s'il n'y a rien, là. S'il n'y a rien, puis que tout le monde vous dit qu'il n'y a rien, puis que tout est beau, puis que votre enfant se développe à merveille au niveau du langage, là, peut-être pas. Mais si vous avez vraiment un petit quelque chose en dedans de vous qui vous dit ah, je pense que ça serait peut-être une bonne idée, lisez les grilles, regardez, puis dites oui, parfait, je vais aller consulter en orthophonie. Puis si ça arrive à votre tour, ben oui, ça va arriver un jour à votre tour, mais on souhaite le plus vite possible. Mais quand ça va arriver, ben là, vous allez pouvoir au pire dire ben on a juste besoin peut-être d'une petite évaluation, une petite discussion avec l'orthophoniste, puis finalement, il n'y en a plus de difficulté. Ou au contraire, ben oui, heureusement, les choses sont prises rapidement, donc on peut, ça ne va pas nécessairement comme par magie tout régler, mais c'est sûr que plus tôt on intervient, le mieux c'est. Puis au niveau des sons, ben, c'est quand même bien là, sur les sites, mais je pourrais dire une grande balise, là, les fameux che-je, le j, là, attention, roulement de tambour, il y en a plein qui vont apprendre quelque chose qui vont aller se coucher moins, je ne dirais pas le mot. Dans le fond, c'est que le ch et le j, c'est le même son, presque. C'est presque la même chose. C'est juste qu'il y en a un que les cordes vocales vibrent, puis l'autre, les cordes vocales ne vibrent pas. Fait que si votre enfant dit un ça au lieu de dire un chat, bien, il va fort probablement vous dire je suis malade plutôt que je suis malade. Ce n'est pas deux problématiques, c'est la même affaire. On va faire un petit test. Si vous faites, par exemple, un il ne se passe rien au niveau de des cordes vocales. Puis si on fait, par exemple, un zzz, ça se met à vibrer. Ouais. Donc, c'est la même chose. La même chose. Je déparle. C'est la même chose avec le ch et avec le j. Donc, c'est la même situation. Puis ces sons-là, même au niveau de 5 ans, donc des enfants à la maternelle, qui disent encore le sien jaune au lieu du chien jaune, on en voit plusieurs. Donc, si on a l'enfant avec nous, bien, on peut travailler ça par ricochet en travaillant d'autres choses. C'est plus en première année que l'on se dit, oups, si c'est encore là, l'enfant a besoin d'un petit coup de pouce. Même chose pour le r. Le r coincé dans un mot, par exemple, tortue, très difficile, ça tombe ça. Fait que maternelle, 4 ans, 5 ans, où on envoie encore la tortue au lieu d'une tortue. Le marteau au lieu d'un marteau. Le R, quand il est coincé avec une autre consonne en début de mot, par exemple, bravo, ben, pourrait devenir bavo ou blavo, ou ça dépend des enfants, mais ça pourrait se modifier. Le fameux 3, 1, 2, croix. Le fameux croix est comme normal aussi, parce que là aussi, roulement de tambour, un petit cours de 101 d'orthophonie. Le K se prononce à l'arrière de la bouche et le R se prononce à l'arrière de la bouche. Donc, c'est beaucoup plus facile à l'enfant de dire croix que de dire 3 parce que le T est prononcé en avant de la bouche. Donc, sa langue doit faire beaucoup de mouvements. Fait que l'enfant,
n'est pas paresseux. Hein? L'enfant n'est pas paresseux. L'enfant qui a des difficultés au niveau de la prononciation des sons, c'est pas qu'il est paresseux, mais moi, je dis que c'est sa langue qui a décidé de simplifier ça. Fait que la langue, au lieu de faire un jeu de basketball tout le temps, ben, elle simplifie la vie un peu des fois. Mais c'est vraiment la langue, à la limite, qui est un petit peu paresseuse par moment, mais c'est pas l'enfant. À ce niveau-là, quand ils sont tout jeunes, c'est les PEBM, donc papa, maman, bébé, qui sont là. Fait que c'est beaucoup ces sons-là qu'on va entendre. Les TED vont rentrer aussi en ligne de compte, donc Toto, ma petite, elle va dire, qu'est-ce qu'elle fait? En tout cas, plein de mots qui commencent avec ça. Vers 3 ans, il va plus avoir le Z qui vont entrer, que là, l'enfant va être capable de faire. Il va avoir aussi le V, donc des sons qui s'étirent, qui vont commencer à faire leur apparition. Puis le K, le G, le L, qui sont moyennement faciles, vont arriver là, dans ces âges-là ou vers 3-4 ans. Donc, c'est sûr qu'à 4 ans, l'enfant est supposé parler comme un petit adulte, mais avec encore des sons qui peuvent être problématiques là, à ce niveau-là. Mais les gens sont censés le comprendre. Ce n'est pas censé être juste papa-maman. À partir de 3 ans, si c'est juste quelques personnes qui comprennent l'enfant, qu'il y a trop de sons qui sont modifiés, ça peut être un petit signe que ce serait intéressant d'aller consulter là, à ce niveau-là. Parfait. Merci beaucoup pour les précisions, Sarah. Excellent. Je fais une petite tournée si ça va au niveau des commentaires. Parfait. Toi qui es une maman d'une petite puce de 2 ans, tu fais beaucoup référence à ta fille, justement, en tant qu'orthophoniste. Es-tu cordonnier mal chaussé ou es-tu très intervenante dans ton rôle? Et je pense que c'est un mix des deux. Ben, tu sais, on dit, parce que s'il y en a qui nous écoutent aussi, que l'enfant a à peu près 12 mois, tu sais, on dit que le fameux 12 mois, c'est les premiers mots. Ben, moi, ma fille, les premiers mots, c'était pas à 12 mois. Parce que chaque enfant est un peu différent. Mais oui, là, je me mettais à analyser, puis là, j'étais comme, oh, elle n'a pas 12 mois, elle n'a pas ses mots, oh mon Dieu, est-ce que je dois être inquiète, pas inquiète? La voix en dedans de moi me disait que je ne devais pas être inquiète. Mais là, l'orthophoniste en moi, justement, se disait, oh, ben, elle attend un peu, mais là, puis là, mon chum me posait la question, puis là, j'étais comme, non, 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 tout est beau. Fait que, tu sais, c'était un peu, c'était pas difficile, là, mais en tout cas, on n'aimait pas tant le 12 mois que là, elle n'avait pas de mots. Tu sais, 12-18, nous, c'était beaucoup le développement moteur. Mais le 18-24, donc je ne sais pas s'il y a des parents qui nous écoutent que les enfants sont proches du 18-24. Pour beaucoup d'enfants, il y a comme une explosion du vocabulaire à ce moment-là. Puis c'est vraiment merveilleux. Fait que là, oui, l'orthophoniste en moi est très, 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 très contente parce que j'ai pu vérifier concrètement, même si je crois là, tout ce que, tu sais, dans le sens que j'ai appris des choses en orthophonie, puis on n'a pas besoin d'être parent pour être une bonne orthophoniste. Mais moi, je trouve que moi, ça vient mettre un peu de merveille en plus dans ce que j'avais vu dans mes apprentissages. Puis je travaillais beaucoup avec les 5 ans et plus, hein, je le répète. Fait que moi, les 0-5 ans, je ne les avais pas beaucoup vus concrètement en orthophonie. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre 18-24. Il y a beaucoup de mots. L'enfant va se mettre à utiliser plein de mots, va combiner des petits mots, va faire des petites phrases. Donc, papa parti, maman vient, maman veut. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. Fait qu'évidemment, là, moi, je note, puis ben, je calcule pas là, à ce point. Je n'ai pas sorti des tests d'évaluation. Mais en tout cas, puis j'en parle beaucoup avec mes amis orthophonistes, puis là, on n'en revient pas que le développement du langage, c'est quand même merveilleux, puis que ça nous donne une couleur différente d'avoir nous-mêmes des enfants. Là, ouais. Excellent. Ben, je pense qu'on a toutes déjà nos notions, les théories derrière la pratique. Puis des fois, on regarde nos enfants aller, puis on se dit, si je colle ça sur les théories, OK, on devrait peut-être faire quelque chose. Mais en même temps, on se rend bien compte que chaque enfant a son propre rythme, puis il faut le suivre aussi là-dedans. Ça ne sert à rien de pousser. Là. Non, 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 non. Puis surtout pas le parent. T'sais, nous, en orthophonie, il y a des choses j'aime pas dire qu'on pousse, mais qu'on va demander à l'enfant de répéter en orthophonie parce que là, justement, c'est micro-gradué, c'est très structuré, c'est dans un contexte particulier. Puis là, on adapte aux parents qu'est-ce que lui peut faire ensuite pour nous aider là-dedans avec des jeux un peu plus là, orthophoniques de plan de traitement. Là, mais tu sais, pas le parent qui applique le plan de traitement, mais ça va être plus rigoureux. Ce qu'on va mettre en place, mais le parent n'a pas à faire ça. T'sais, le parent, c'est vraiment de tous les trucs, entre autres, que j'ai nommés avant, c'est ça. C'est de rendre ça agréable puis de s'enlever la pression sur les épaules parce que ça ne va pas aider personne. Là. Ouais. Puis, dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est de
stimuler la conversation, de provoquer des occasions pour pouvoir avoir de la rétroaction de notre enfant. Exactement. Donc, quand ils sont plus jeunes, je disais tantôt un peu de mettre les choses plus haut, d'offrir des choix de réponse. J'en ai pas parlé tantôt, mais au lieu de poser, par exemple, est-ce que tu veux du lait? Bien, juste de dire, est-ce que tu veux du lait ou du jus? Même si on le sait que l'enfant ne veut pas du jus, là, mais tu sais, on use un peu de stratégie. Donc, on peut dire, est-ce que tu veux du lait ou du jus? Fait que là, l'enfant n'a pas le choix de répéter. Il va dire lait ou il va. Bien, il a le choix, mais en tout cas, mettons qu'il n'a pas le choix, il va dire lait ou il va dire jus, il ne dira pas oui ou il ne dira pas non. Et il va développer, il va pratiquer autre chose que lait et jus. Puis l'enfant, c'est plus facile pour lui de répéter un mot que d'aller le trouver dans sa tête tout seul. Tu sais, qu'est-ce que tu veux pour un enfant en développement, en bas âge? C'est peut-être un peu... c'est intéressant de la poser pareil, la question. Là, on la pose, puis c'est merveilleux. Mais des fois, quand on est dans le vif de l'action puis qu'on veut vraiment une réponse rapide, efficace, ben, on offre un choix de réponse. Le choix de réponse est merveilleux pour ça. Puis quand on veut présenter des nouveaux mots, comme par exemple, si votre enfant connaît déjà le mot pomme, puis vous voulez introduire orange, ben, tu veux une pomme ou une orange? Et là, l'enfant commence à faire des liens que si ça, c'est une pomme, ben ça doit être une orange. Donc, ça facilite. Donc, quand il va répéter le mot orange, ça va déjà être plus ancré dans son apprentissage du mot. Il n'aura peut-être pas besoin de l'entendre entre 11 et 21 fois pour l'acquérir. Il va peut-être avoir besoin de l'utiliser moins souvent pour maîtriser ce mot-là. En tout cas, le maîtriser à une juste mesure. Là. OK, intéressant. Ici, j'ai plein de questions. Oh mon Dieu. On suit ça. Alors, j'ai Caroline Denis qui demande comment on peut aider un enfant qui dit toujours le même mot. Par exemple, mouille au lieu de tremper ou casser au lieu de briser. Donc, si on veut élaborer un petit peu son vocabulaire, c'est un petit peu pour faire du pouce sur la question d'auparavant. Oui, ben moi, j'irais avec utiliser beaucoup les livres. Là. Je ne sais pas l'enfant en quel âge, mais tu sais, les livres, on peut les utiliser quasiment dès la 2 ans naissance. et 4 mois. Ah oui, bon, parfait, ça, c'est à peu près l'âge de ma fille. Ben oui, utiliser beaucoup les livres. Là, c'est sûr qu'il faut aller avec l'intérêt de l'enfant. Tu sais, il y en a des enfants qui font juste tourner les pages, puis après 3 secondes, c'est fini. Mais d'en laisser traîner un peu partout, parce que dans les livres, il y a beaucoup de vocabulaire plus riche que dans le quotidien. Tu sais, fait qu'on peut avoir en tête d'utiliser des mots plus riches dans le quotidien aussi, mais c'est facile si on rentre des livres dans notre routine du soir, dans la routine, peu importe à quel moment, ben il y a tout le temps plein de mots de vocabulaire là-dedans. C'est les bons mots, c'est des mots spécifiques. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas obligé de se stresser le reste du temps avec utiliser un vocabulaire plus enrichi, on va dire ça comme ça. Mais c'est de redonner le bon modèle aussi. Donc, par exemple, si l'enfant n'utilise pas le bon mot, moi je le chicane pas, mais en voulant dire, je dis pas non, c'est pas ça. Par exemple, je pourrais dire la boule est là, ou c'est comme si j'en cherche trop d'exemples, mais par exemple, si ma fille a dit tomber, puis que c'était lancé. Bon, mettons qu'on veut travailler la distinction entre les deux, et je dis oui, c'est vrai que ça ressemble à tomber, mais là, est-ce que ça se peut que tu l'as lancé? Hein? Moi, je ne pense pas qu'il est tombé. Puis là, moi, je mets des gestes. Hein? Vous voyez, des gestes naturels, ça l'aide. Vous n'avez pas besoin d'apprendre la LSQ pour être capable de parler avec votre enfant. Juste des fois, de faire des gestes naturels. Donc, moi, par exemple, ma fille, là, chat-chien, au début, c'était pas clair qu'est-ce qui est un chat, qu'est-ce qui est un chien. Puis je me dis, ben c'est vrai, là, quand tu es un enfant de 2 ans, là, la différence entre un chat et un chien, c'est pas si évident. Fait que je dis, ben non, ça, c'est pas un chat, c'est un chien cocotte, mais c'est vrai, ça ressemble à un chat, tu as raison. Ça a des poils, ça a une queue, ça a des oreilles. Ça ressemble vraiment beaucoup. Fait que là, j'en profite pour décrire les mots puis de valoriser l'enfant dans c'est pas Nono ce qu'il a dit, là. Il s'est juste trompé, mais c'est normal parce qu'il y a juste 2 ans. Fait que essayer de dire à l'enfant que c'est pas tout à fait ça, mais d'une façon intéressante pour lui, pour pas qu'il se sente en situation qui n'a pas réussi, par exemple. Par exemple, elle va me dire rouge, puis c'est officiellement jaune. Là. C'est tout sauf rouge. Là, je dis hey, ben c'est une couleur, bravo, cocotte. Mais c'est pas le rouge, celui-là, c'est le jaune. Puis là, je me dépêche de lui montrer quelque chose qui est rouge pour qu'elle puisse voir, ça, c'est rouge, ça, c'est jaune. Mais c'est compliqué, les couleurs. Hein? Puis bon, ben c'est compliqué. En tout cas, on va rendre ça moins compliqué. Fait que j'essaie vraiment de tout dédramatiser, mais de lui dire. Puis des fois, quand je ne comprends pas, je ne comprends pas. Puis je lui dis, je ne dis pas oui, oui, oui. Puis là, des fois, on a le goût, hein? On a le goût de dire oui, 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 parfait, puis on s'en aller, mais ça ne marche pas. Fait que je dis, hey là, cocotte, ça a l'air vraiment merveilleux ce que tu me dis. Tu en as dit beaucoup des choses, hein?
mais j'ai pas compris. Oh, cocotte, ça me fait de la peine pour vrai parce que je comprends pas du tout ce que tu veux me dire. Puis là, quand j'ai le temps, je dis attends un peu, montre-moi, dis-moi-le avec d'autres mots. Puis là j'essaie, tu sais, qu'on se comprenne. Puis des fois, on se comprend pas. Puis je dis j'ai dit désolée, ma main n'est pas encore assez bonne. Là, j'ai pas compris ce que tu m'as dit, mais ça va peut-être me venir. Puis des fois, c'est par après. Elle lâche pas, là. Puis là, elle revient. Puis là, je suis comme, c'était évident. Mais bon, puis là, je m'excuse. Je dis, hey, c'était évident, cocotte, désolée. Puis là, tu sais, fait que je veux vraiment qu'elle garde l'intérêt de la communication parce que je sais que c'est ça la plus grande richesse pour un parent, c'est que son enfant aime communiquer avec lui. Ouais, donc, on va valoriser les efforts, même si le résultat final n'est pas top, mais on va essayer de l'amener justement à développer en fonction de ce qu'il fait. Oui, puis ça me fait penser à une belle analogie qu'on utilise souvent aussi en orthophonie en lien avec Noël, un cadeau. L'enfant nous offre un cadeau quand il communique avec nous. Puis c'est important de ne pas toujours regarder l'emballage. Parce que, tu sais, moi, si je demande à mes 2 ans d'emballer un cadeau, ça risque de ressembler à n'importe quoi. Fait qu'on compare l'emballage à la forme du langage, donc les sons, par exemple, que l'enfant utilise ou les structures de phrases. Puis ça se peut qu'il y ait des enfants avec des fragilités ou des difficultés au niveau du langage ou des tout-petits. Que les sons ne sont pas les bons, la structure de phrase n'est pas la bonne, mais de vraiment des fois passer outre l'emballage, puis de se dire waouh, qu'est-ce qu'il y a dans le cadeau? Qu'est-ce que mon enfant voulait m'offrir? Eh bien, il voulait me faire un commentaire, il voulait me dire que j'étais belle, il voulait me poser une question, il voulait me remercier. Donc, de ne pas oublier que c'est vraiment ça quand même le cœur de la communication, c'est ce qui se trouve dans le cadeau, finalement. Ouais. Alors, j'ai plein. Les réseaux s'enflamment, Sarah. Mireille qui dit « Ma fille répète après nous quelque chose, soit un mot ou une phrase. Par contre, si je demande quelque chose, elle bloque. Donc, elle va répéter, mais si on lui demande quelque chose, elle ne répond pas. Comme si elle ne veut pas chercher les mots dans sa tête. Comment est-ce que je peux intervenir pour qu'elle parle par elle-même? » Et là, ça peut être multi-niveau, mais si on est sûr qu'il y a une communication, si on est sûr qu'elle ne se sent pas en évaluation de testing, peut-être que c'est un peu, peut-être qu'il y a des choses qui sont utiles pour elle, parce que des fois, on appelle ça l'accès lexical. Là, je ne sais pas, là, moi, je ne peux pas me prononcer parce que là, j'ai peu d'informations, mais je vais en profiter pour faire du pouce. Des fois, les enfants connaissent les mots, mais ils ont de la difficulté à les trouver au bon moment, un peu comme avoir le mot sur le bout de la langue. Puis nous, quand on est fatigué, ça nous arrive. Voyons, tu sais, ma tante Micheline, puis voyons, là, ma tante Micheline et Paul. Puis là, ça nous vient, tu sais, ça nous revient le mot Paul. On savait qu'il s'appelait Paul. Fait que des fois, il y a des enfants en apprentissage que c'est ça. Puis il y a des enfants que c'est plus difficile pour eux de trouver le bon mot au bon moment. Ce que je conseille beaucoup aux parents, c'est de faire des devinettes. Donc, se pratiquer dans la vie de tous les jours, dans les listes d'attente, les listes d'attente, les files d'attente. Bref, dans la maison, de faire des petits jeux de devinettes pour pratiquer à définir un mot de façon intelligente, de nous donner des super bons indices. Fait que des fois, quand l'enfant il est comme pris comme ça, puis il n'a pas l'air de trouver le mot, ou en tout cas, il a de la difficulté à dire le mot, bien, on peut faire un jeu de devinettes. Ah, attends un peu, on va faire une devinette. Donc là, ça peut aussi mettre l'enfant plus dans une ambiance de jeu. Fait que ça peut peut-être venir dédramatiser un peu la situation par rapport à ça. Mais là, c'est sûr que ça m'aurait pris plus d'informations, là, mais je trouvais que, en tout cas, ça peut être intéressant de parler là, des devinettes et de l'accès aux mots rapides. Tout à fait. Ça va déjà donner des bonnes pistes aux parents qui nous écoutent ou qui nous écouteront. Donc, on voit Roxane qui répond à Caroline avec ses stratégies. Tu vois, très bien. On voit les gens qui interagissent entre eux en plus. Ah, c'est merveilleux. Donc, on a Marie-Claude qui devait quitter. Te remercie pour tes bons conseils. Caroline, même chose, qui te remercie. Patricia, qui a une question pour toi. Ma fille de bientôt 2 ans dit souvent la dernière syllabe des mots pour parler. Est-ce que c'est normal? Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Hein? Bien, puis il y a beaucoup d'enfants à cet âge-là, c'est ça, ils vont dupliquer la syllabe. Fait auto devenir toto, ami va devenir mimi. Ça a l'air nono, mais le ami, la première syllabe, c'est juste une voyelle, c'est compliqué pour les jeunes enfants. Donc, c'est plus facile pour eux de mettre consonne-voyelle. Est-ce que j'ai d'autres exemples? Non. Mais dans le décompte des mots qu'on fait, on compte les mots, même s'ils ne sont pas bien prononcés, on les compte comme un mot que l'enfant utilise, puis de donner le bon modèle. Pour vrai, de redonner le bon modèle. Fait que si votre fille ou votre garçon, je suis sûre je me souviens plus. Une fille ici. Une fille. Par exemple, si elle dit juste, là, j'ai pas d'exemple, mais
mettons, un mot qui est long, là, ou chemin, elle dit juste main au lieu de chemin, ou main au lieu de chemin, bien là, on peut dire, ah oui, le chemin. Donc, on met un peu d'emphase, puis on peut même déjà, je sais qu'un enfant de 2 ans ne va pas se mettre à faire de la conscience syllabique, de couper des mots en syllabes de par lui-même, mais on peut déjà faire, par exemple, un chemin. Là, ma fille, elle me regarde, puis elle trouve ça drôle, puis elle tape dans ses mains, mais j'ai comme découpé les syllabes pour mettre l'emphase, par exemple, sur le chemin qui n'était pas là dans le mot. Fait que ça peut aider, sans parler en robot tout le temps, mais de le faire quelques fois, ça peut aider à mettre l'emphase sur la syllabe qui était absente, par exemple. Ah, c'est une bonne idée, ça, justement. Puis on le voit souvent avec les comptines, avec des gestes qui sont associés. On le fait souvent naturellement aussi, cette stimulation-là. Oui, et oui, effectivement. OK, bien, ça répond aux questions qui sont sur les commentaires, sur les commentaires. Le temps passe, le temps file, Sarah. Donc, pour conclure sur ce sujet-là au niveau de la stimulation du langage chez les enfants, qu'est-ce que tu dirais aux mamans qui se sentent un petit peu coupables de ne pas organiser d'activités de stimulation auprès de leurs enfants? Bien, je dirais que premièrement, de ne pas se sentir coupable, évidemment, comme dans tout dans la vie, C'est ça nous dur, sert. ça, en tant que parent. On sait que ça vient avec l'accouchement, hein? Oui, mais ça ne nous sert à rien. Finalement, grosso Tellement modo, pas. ça ne nous sert pas pantoute. Mais je m'étais dit, là, justement, comment stimuler le langage chez moi-même. Hein? Je me mets de la pression sur moi-même. Et là, il faut que je trouve, je vais faire une revue de la littérature sur Internet, des activités disponibles, parce que des activités sur la thématique de Noël, il y en a des tonnes, puis sont toutes bonnes. Fait que là, je m'étais dit, lesquelles sont les meilleures, lesquelles je vais présenter, qu'est-ce que je pourrais dire? Oh, ils vont avoir quel âge? Je ne sais pas. Ils vont avoir des difficultés de langage ou pas? Là, je me suis dit, wow, 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 wow. On se calme le pompon, on calme la maman et l'orthophoniste en moi. On se dit, qu'est-ce qu'on veut, là? Nos vies en ce moment, là, on n'a pas parlé, on n'a pas dit le mot, puis je ne veux pas le dire, mais il y a quelque chose qui se passe dans nos vies qui rend ça compliqué dans tout. Ça change nos vies, puis ça met un peu de lourdeur, tu sais. Hein, on va se le dire, là, on n'est pas habitué. Fait qu'on va mettre de la légèreté là-dedans. Fait ce qui est vraiment important, c'est de mettre de la légèreté. Puis on n'est pas des éducatrices, on n'est pas des profs, on n'est pas des orthophonistes. Hein. Moi, comme maman, je ne suis pas une orthophoniste, je suis une maman. Ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est de connecter. Hein, tu as utilisé les mots tantôt, c'est de connecter avec son enfant, d'avoir du plaisir. Fait on n'est pas obligé de tout le temps faire des. Ben, on ne peut pas passer toute notre journée juste dans le salon à attendre, puis là, il faut qu'on fait quelque chose, là, mais on n'est pas obligé de tout le temps mettre à l'horaire des activités, parce que moi, je sais, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui n'ont pas de place en garderie pour leurs enfants, ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, on est souvent avec nos enfants. Puis là, il y a tout le temps, mais là, il manque quelque chose, il n'est pas à la garderie. C'est sûr que les éducatrices en milieu de garde, en garderie, en milieu familial, mettent des activités en place qui sont superbes, là, mais ils ne font pas tout le temps ça, tout le temps, du matin jusqu'au soir. Fait que si on veut s'en mettre un 30 minutes, un 20 minutes dans la journée, mais je vous dirais que c'est même pas obligatoire. Ça, je pense que ça dépend vraiment du parent. Moi, dans ma vie d'orthophoniste, j'adore faire ça, mais j'adore aussi être sur on the spot, comme on dit, excusez-moi pour l'anglicisme, là, mais de prendre ce que les enfants me donnent. Puis au début, je planifiais tout pour que finalement, on faisait le tiers de ça parce que c'était merveilleux. Juste l'introduction a amené plein de merveilleuses choses qui étaient dans la thématique, mais que ça a pris une tangente différente. Fait que comme maman, c'est aussi ça. Puis si vous, là, vous avez un talent pour le bricolage et un désir fantastique, bien, mettez-en des activités plus stimulation de langage que vous allez trouver sur Internet, du découpage, du bricolage, puis tout ça, pour stimuler le langage, mais c'est pas obligé. C'est vraiment pas obligé. Puis vous allez être une très bonne maman ou un papa. Là, je suis désolée s'il y avait des papas, j'ai dit beaucoup le mot maman. Là. Mais papa, grand-maman, bref. Juste à appliquer les trucs qu'on a parlé. Je ne les ai pas tous dit, mais j'en ai dit plusieurs. C'est déjà merveilleux. Vous êtes déjà en train de stimuler le langage. Fait que si vous enlevez ce poids-là sur les épaules, bien, tout à coup, je pense que vous allez avoir, vous allez avoir plus d'énergie et de motivation pour introduire les fameuses activités que vous aviez en tête. Parce que là, il va y avoir de la place. La culpabilité va être partie, le stress va être parti. Fait qu'il va rester de la place pour trouver finalement d'autres idées qui pourraient être intéressantes. Puis, je dirais aussi, j'en ai pas parlé, là, mais les jeux de société, là, tout ce qui est créé pour amuser les enfants, c'est merveilleux. Vous n'êtes même pas obligé de savoir qu'est-ce que ça travaille exactement, mais c'est sûr que ça travaille le langage.
c'est sûr que ça travaille les émotions, c'est sûr que ça travaille les fonctions exécutives qui viennent même avant tout ça. Le tour de rôle, attendre son tour, la gestion de j'ai pas gagné, tout ça, ça a besoin d'être travaillé pour qu'à l'école, ça se passe bien. Et c'est impressionnant. Fait aller sur Internet, regarder des coups de cœur de jeu, il y a plein de démos de comment ça se joue. Si c'est juste ça, jouer à des jeux de société pendant Noël avec vos enfants, ben, mettons un jeu de société qui l'intéresse pour suivre ses intérêts puis qui est adapté à son âge, mettons, mais ça va être déjà très bon, là. Même excellent, je dirais. Et j'approuve totalement parce que même au niveau du développement des habiletés sociales, justement, tu parlais du tour de rôle, hein, c'est important aussi au niveau des habiletés sociales d'être capable d'attendre son tour, la gestion de la frustration, la gestion des délais, et tout ça, c'est important. Donc, même les adultes, hein, oui. Quand on joue à des jeux de société en tant qu'adulte, on le voit que c'est peu évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Le la respect gestion des consignes, le respect des règles, tout ça, ben, à travers le jeu, ça semble être plus facile justement pour l'enfant d'intégrer ces notions-là. Puis lorsqu'on arrive dans la vraie vie, lorsqu'on a des consignes à respecter, tout ça, ben déjà là, ça va être acquis tranquillement, pas vite, à travers le ludique. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est à garder en tête aussi à travers tout ça. Exactement. Donc, ben, tout le monde te remercie au niveau des gens qui étaient présents ce soir. Moi aussi, je prends le temps de te remercier beaucoup, Sarah, d'avoir pris le temps avec nous autres de parler, oui, de stimulation du point de vue du temps des fêtes, mais de façon générale avec nos enfants. Donc, on arrive à la fin de cette rencontre-là. Sarah, je t'invite à nous parler un petit peu de comment est-ce qu'on peut te suivre, qu'est-ce que tu nous offres en tant que service, aussi en tant qu'orthophoniste FUN. Oui, mais dans le fond, il y a mon site internet qui est www.auboisparlant.com sur lequel c'est du matériel électronique. Donc, c'est en version électronique. C'est surtout du matériel en lecture présentement. Donc, ça vise plutôt les 6 ans et plus. Fort pertinent là, pour ceux, évidemment, une petite touche d'humour encore dans tout ça, un illustrateur professionnel qui était attitré au projet. Donc, moi, c'est Noël à chaque fois que je reçois des illustrations pour compléter le projet. Donc, c'est sûr que c'est moi qui l'ai fait. Fait que c'est sûr que si je vous dis que c'est de qualité, ben, vous allez me croire, pas me croire. Mais il faut le voir pour le croire. Fait que le matériel se vend par niveau. Fait que si jamais vous êtes curieux, ben, vous pouvez vous procurer le niveau 1 qui coûte pas très cher. Puis après ça, ben, vous voyez si ça peut répondre à un de vos besoins. Je tenais justement à le vendre par niveau pour que si les gens achètent 1, 2, 3 niveaux, puis que finalement, ah oui, c'est bon, mais finalement, ça m'aide pas ou j'ai pas le temps, ben vous n'êtes pas obligé d'acheter le reste. Puis si ben, vous trouvez ça merveilleux, ben vous l'achetez, puis c'est ça. Puis il y a des ateliers de parents. Dans le fond, là, j'ai dit beaucoup de choses aujourd'hui, fait que c'est merveilleux. Mais si vous voulez approfondir, j'ai un atelier 0-18 mois qui a moins été abordé, qui a été abordé, mais bref, un peu moins. Donc, comment stimuler les précurseurs à la communication, donc tout ce qui vient avant le langage, se donne à date fixe. Mais là, présentement, il n'y en a pas à date fixe. Ils sont déjà passés. Il y en aura d'autres, mais ça peut être en individuel aussi que je l'offre. Donc, en tout cas, il y a toutes les informations sur mon site. Il y en a un, le 2-5 ans. Le 2-5 ans ressemble à celui-ci, mais évidemment, je réponds aux questions des gens et je donne beaucoup d'autres trucs et astuces, idées du quotidien. Puis, il y en aura un éventuellement, j'aimerais ça, là, un 5-12 ans, donc plus au niveau du primaire. Qu'est-ce qui sont, selon moi, les incontournables pour les enfants qui ont des fragilités au niveau du langage ou des difficultés au niveau du langage? J'aimerais beaucoup arriver à mettre ça sur pied prochainement. Tout en considérant que ma fille a une journée en milieu de garde, mais j'ai beaucoup d'énergie, donc je vais y arriver. Je crois que c'est une journée très productive. Oui, exactement. Fait que grosso modo, c'est ça pour l'instant. Puis on peut me suivre sur Facebook. Là, évidemment, le lien était mis sur ta page professionnelle aussi. Là. Oui, vous allez le voir directement dans ce live-là. Dans les commentaires, on va mettre le lien directement vers ton site Internet. Et je tiens à spécifier qu'actuellement, il y a un calendrier de l'Avent qui est offert aussi gratuitement sur ton site Internet qui est super intéressant. Oui, ben j'avais oublié, c'est vrai, merci de me le rappeler. Il y a deux, puis je l'ai appelé un apron, mais c'est des illustrations faites par l'illustrateur professionnel d'un des projets que j'ai mis là, puis que l'enfant, c'est grosseur napperon, fait que ça peut être intéressant aussi, l'enfant peut juste mettre de la couleur dessus, là, donc ça vous donne un aperçu aussi des illustrations. Puis pas le napperon, excusez-moi, le calendrier de l'Avent, c'était à chaque jour, il y avait une petite thématique à piger ou à déterminer avec l'enfant pour susciter la communication, la conversation quand on revient de l'école, au lieu de dire « Ah, je ne sais pas ce que j'ai fait » ou en tout cas de ne pas avoir de
matière à discuter, bien là, il y avait une tâche, un défi dans la journée où porter son attention. Donc, ça pratique la mémoire, les stratégies de mémorisation, mais ça pratique aussi à ben, au moins avoir quelque chose à dire quand on arrive à la maison, de parler de ça, puis quitte à, après ça, parler de autre chose. Là. Ça peut être Ouais. utilisé, ça peut vous donner des informations. Oui, c'est un calendrier de l'Avent, mais ça peut être utilisé à tout moment autre. C'est pas vraiment en lien avec Noël. Là, fait que ça va pas être gâché si vous l'utilisez à un autre moment dans l'année. Voilà, vous aurez 25 occasions différentes de susciter la communication avec vos enfants. Puis je pense que même avec les plus petits, là, 3 ans et demi, 4 ans, déjà, si on pose des questions sur leur journée, il y a des bribes d'informations qu'ils sont capables de nous donner déjà. Là. Oui, exactement. Excellent. Puis je tiens à souligner aussi que tu as des petits produits dérivés aussi qui sont en lien avec ton matériel, que vous pourrez aller voir justement sur le site Internet. Il y a vraiment beaucoup de stock finalement sur ce site-là qui vont pouvoir aider vos enfants. Puis, je tiens à préciser aussi que, je dis tout le temps, j'ai du temps puis j'ai pas de temps, mais, j'aime ça, répondre aux gens. Peut-être que quand je vais crouler sous les courriels, là, je vais peut-être dire autre chose, mais ça me fait plaisir quand je reçois des nouvelles puis quand j'ai des questions, je peux surtout par rapport aussi des fois au matériel, des fois je suis claire, pas claire dans mes vidéos. J'ai fait des vidéos explicatives, mais j'aime ça quand les gens m'écrivent puis disent « Oh, attends un peu, je cherche telle chose, est-ce que ça existe, ça n'existe pas, ou comment je l'utilise, est-ce que ça serait bon pour mon enfant? » Ça me fait plaisir de répondre. Là. C'est peut-être pas dans la journée même, là, mais d'habitude, j'aime ça trouver le temps de vous répondre parce que je me sens un peu moins isolée. Là, faire du télétravail, c'est le fun. Créer du matériel, c'est le fun, mais c'est encore plus le fun de savoir qu'il est utilisé par les gens et que les gens l'apprécient. Puis j'ai beaucoup de commentaires constructifs aussi, fait que ça me permet de voir comment je peux bonifier la suite du matériel ou en tout cas, fait que je trouve ça super enrichissant ce partage-là. Excellent. Donc, les gens en commentaire continuent de te remercier, Sarah. Ils sont très heureux d'avoir eu des super trucs, puis des choses qui vont leur donner peut-être des lignes directrices pour les prochains mois avec leurs enfants. Donc, je pense que ça a répondu à un besoin. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous. Donc, chère famille, chers parents, je vous invite à suivre Sarah Boisjoli, l'orthophoniste FUN, sur sa page d'Aubois Parlant. Donc, vous aurez accès à tout le futur matériel qu'elle va faire. Assurément que j'ai l'impression qu'elle va faire du beau matériel qui va faire des étincelles chez vous. Donc, n'hésitez pas à aller consulter tout ça. De mon côté, je prends un tout petit moment pour vous parler d'un concours qui est actuellement en cours au niveau de mon coaching familial. Donc, j'ai mis en place un défi, donc un défi 28 jours misé sur soi pour être un parent éclairant. Je pense que tu es inscrite, toi, Sarah. Oui, je me suis inscrite récemment, puis j'ai déjà fait. Moi, j'aime ça, des programmes comme ça, parce que je suis un peu orgueilleuse. OK. Je le suis. Donc, vous avez 28 jours de défi de réflexion pour vous aider à miser sur vous, pour après ça être en mesure d'être un parent lumineux. Donc, de faire un petit peu de ménage là, sur justement toutes les pressions qu'on se met, à savoir où est-ce qu'on doit mettre notre attention avec nos enfants pour être le plus efficace et positif possible. Donc, vous avez la possibilité actuellement de le télécharger et d'avoir accès à un 49 pages. C'est un bon document là, avec beaucoup de matériel pour pouvoir vous aider à faire cette réflexion-là. Et en lien avec tout ça, je vous motive davantage et je vous donne la possibilité de gagner un prix le 23 décembre, donc juste avant les fêtes, pour vous féliciter ce beau travail-là sur vous-même. Donc, un panier cadeau qui contient une dizaine de cadeaux, en fait 10 cadeaux d'une valeur de 450 $. Donc, vous téléchargez tout simplement le guide. Vous commencez à le compléter, vous n'aurez pas le temps de le finir avant le 23 décembre si vous commencez ce soir, mais vous venez tout simplement sur mon groupe Les Éclaireurs, vous me prouvez que vous participez et automatiquement, vous êtes dans le chapeau pour pouvoir vous mériter ce joli cadeau qui va vraiment vous aider justement à miser sur vous davantage. Donc voilà, c'était ma dernière petite plug. Sur ce, moi, je voulais dire un grand merci pour cette collaboration-là qui est arrivée par coïncidence, mais franchement, très heureuse de cette collaboration-là de ce soir et qui aura une suite, j'en suis certaine. Assurément. Donc, merci beaucoup, Sarah. Merci à vous, chers parents, d'avoir été parmi nous ce soir. Et je vous dis à la prochaine pour un futur rendez-vous éclairant. Bye!